Bertrand Valliorgue, oui. Bertrand Valliorgue, donc professeur en stratégie et gouvernance des entreprises à l'EM Lyon. Bertrand, vous êtes l'auteur du livre que je ne présente plus, Refonder l'agriculture à l'heure de l'Anthropocène, un livre que, à titre personnel, j'ai beaucoup apprécié, autour duquel Agridé a organisé un agri-débat en janvier 2021 et dans lequel vous présentez l'agriculture régénératrice comme une solution au défi, une des solutions en tout cas au défi du 21e siècle pour nourrir les hommes et réparer la terre. Donc je vous laisse faire cette conclusion. Alors, je ne sais pas si c'est une conclusion, mais d'abord, merci. Merci beaucoup à toute l'équipe d'Agridé que je découvre, que je retrouve avec plaisir. Alors, je vais faire ce qu'il ne faut surtout pas faire quand on est conférencier, c'est répondre à la question posée. Là, il y a souvent une technique. Alors, il y a la technique des universitaires qui consiste à dire oui, mais c'est un vieux débat qui vient de loin, on l'a déjà posé et regardez ce qui s'est déjà dit, qui permet de faire comprendre des choses. Ou il y a la solution plus politique, qui est de dire mais c'est pas la bonne question et puis je vous ramène dans mon champ, dans ma manière de voir les choses. Alors moi ce que je vais essayer de faire, c'est de répondre à votre question de est-ce que c'est du marketing ou est-ce que c'est changement de paradigme, ce que nous sommes en train de vivre autour de l'agriculture régénératrice. Alors peut-être le premier point, les engagements des grands donneurs d'ordre l'engagement ou les engagements sont-ils sincères? Donc on voit bien que l'agriculture régénératrice est aujourd'hui portée par des grandes entreprises, par des firmes multinationales. Et font-ils du marketing ou pire, font-ils du greenwashing? Ma réponse est non. Et je vais essayer de vous montrer pourquoi il me semble que la réponse est non. Alors l'engagement est-il sincère? Est-il plein? Est-il au maximum? Ça c'est une question. Mais je pense qu'il y a un vrai engagement autour de cette agriculture régénératrice ou de cette agriculture à impact ou de cette agriculture de conservation des sols. Ne tombons pas dans le piège de la sémantique. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui nous arrive collectivement? Alors peut-être que si vous suivez la presse, ou une certaine presse, plutôt une presse économique, on voit apparaître quelque chose qui s'appelle les procès climatiques. Et on voit apparaître des entreprises, alors là je vous ai donné une entreprise comme Total qui est en procès climatique, ou en tout cas procès pour inaction climatique. Total est en procès pour inaction climatique. On a la même chose pour Shell, on a la même chose pour l'État français. Vous avez peut-être suivi l'affaire du siècle où l'État français est accusé d'inaction climatique. Et vous avez tout un tas de publications qui montrent assez clairement que ces procès climatiques vont se multiplier. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les grands donneurs d'ordre, soit ils prennent le boulet en pleine figure, soit ils sentent passer le vent du boulet à travers ces procès pour inaction climatique. Ils sont en constante augmentation. En 2017, on en comptait 884 aux États-Unis et 230 hors États-Unis. En 2000, donc mes données commencent à dater, parce que ça n'a fait qu'augmenter, on était à 1550 cas sur les États-Unis et 350 cas dans d'autres pays. Donc on voit une multiplication. Hein, je pourrais vous donner on a passé le 2000 cas d'entreprises qui sont en procès pour inaction climatique. Qui est ciblé? Et ces procès sont-ils une mode? Donc parce que ça, c'est la question qu'il faut se poser. On a eu des procès pour l'amiante, on a eu un certain nombre d'autres. Ce n'est pas la première fois que des entreprises sont mises en accusation. Mais sur la question du CO2 et de l'impact, est-ce que ces procès vont-ils constituer une mode et vont-ils s'arrêter? Là, la réponse, elle est non, absolument pas. Et ça va s'aggraver. Pourquoi? Très rapidement, je vous montre dans ce graphique la fluctuation du taux de CO2 dans l'atmosphère depuis 800 000 ans. On est passé entre 200 jusqu'à 300, des pics à 300 particules de CO2 dans l'atmosphère. Donc sur les 800 000 dernières années, c'est ça qui s'est passé et qui a été observé, validé par des géologues. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On a allègrement passé les 400 unités. Donc on a allègrement dépassé des seuils que notre système Terre, que notre planète n'a jamais connus. On est en terra incognita. On est à des niveaux de concentration de CO2 dans l'atmosphère qui n'ont jamais été atteints sur ces 800 000 dernières années. Donc, ces procès pour inaction climatique, ils sont précisément nourris par ce phénomène-là, ce phénomène géologique qui fait qu'on a atteint des niveaux records. Et comme nous sommes sur une courbe d'augmentation,
eh bien, forcément, tant que la courbe n'est pas aplatie, voire en baisse, toutes les entreprises qui sont concernées ou qui sont émettrices de CO2 vont être embarquées, percutées ou directement concernées par des procès climatiques. OK, donc ça, c'est pour vous dire que ce n'est pas une mode, ça va durer. Maintenant, qui est concerné ? Qui est concerné par ces procès climatiques ? Donc ça, c'est une étude de la London School of Economics and Political Science, donc qui est de cette année. Voici les secteurs qui sont les plus concernés. Alors, sans surprise, évidemment, on le sait déjà, il y a tout le secteur de l'énergie et des énergies fossiles. Donc, ce n'est pas du tout un hasard si Total, Shell sont les entreprises les plus concernées. Qui est le numéro 2 ? Quel est le secteur en numéro 2 ? Ça a été dit tout à l'heure, il y a eu un graphique qui expliquait qu'il y a 20% des gaz à effet de serre provenaient des systèmes agricoles. Donc sans surprise, eh bien, les entreprises qui sont concernées ou impactées par les procès climatiques, le deuxième secteur qui est visé, c'est l'alimentation et l'agriculture. Donc face à ça, vous comprenez bien que les grands donneurs d'ordre, ils réagissent. Ils ne peuvent pas ne pas réagir. Et c'est pour ça que, à mon sens, ce n'est pas du marketing. C'est-à-dire qu'ils sont sous une pression juridique, ils sont sur une pression sociétale, ils sont sur une pression actionnariale, ils sont sur une pression consommateur qui nécessite de leur part d'apporter des réponses. Ils sont obligés de montrer qu'ils sont engagés dans une démarche de réduction des gaz à effet de serre qu'ils sont susceptibles d'émettre ou de faire émettre dans leur système de valeur. Donc c'est pour ça, à mon sens, on voit une explosion ou une augmentation considérable des engagements des grands donneurs d'ordre dans les systèmes alimentaires pour aller vers cette agriculture régénératrice. Alors je ne le dis pas qu'ils font uniquement cela pour éviter les procès climatiques, mais je dis qu'en arrière-plan de tout ça, s'ils ne le font pas, ils ont parfaitement conscience qu'ils risquent d'être rattrapés par des mouvements juridiques, par des mises en procès qui sont absolument... Alors ça va leur coûter cher, évidemment, mais ça peut aussi coûter cher, très très cher, autour de l'image de marque. Donc, la réponse, est-ce que c'est du marketing ? Est-ce que c'est du greenwashing ? Moi, je réponds non. Alors après, il y a beaucoup de marketing, mais ce n'est pas du tout un problème qu'il y ait du marketing. Et on en est où aujourd'hui en 2022 ? Alors, il est évident qu'on n'a pas fait le basculement d'échelle de l'agriculture régénératrice. Ces grandes entreprises-là n'ont pas fait un basculement à grande échelle. Elles ont fait la preuve de concept. Elles ont fait la preuve de concept, ou elles sont en train de faire la preuve de concept autour de l'agriculture régénératrice. Et c'est vrai qu'elles font beaucoup de bruit beaucoup de communication autour de cette preuve de concept. Mais ils sont engagés. Ils le sont engagés sincèrement parce que de toute façon, ils n'ont pas le choix et ils sont en train de mettre en place un certain nombre de démarches. Le passage à l'échelle n'est pas fait. Il n'est pas fait pour les raisons qui sont dites depuis ce matin. C'est compliqué, c'est plus cher, c'est plus risqué. Et finalement, on va attendre un peu et on va attendre s'il y a un durcissement des pressions politiques, s'il y a un marché qui se dégage. Néanmoins, on est prêt à dégainer. Les entreprises, les grands donneurs d'ordre se sont mises en situation de dire on sait faire, on peut faire. Si demain il faut aller plus loin, on sera en capacité de le faire. Et ce moment qu'on est en train de vivre, c'est ce moment d'entre-deux. Si la pression se renforce, ils basculeront et passeront à l'échelle. Si on reste encore sur quelque chose, une pression qui s'estompe parce qu'il y a d'autres sujets, on va rester sur une preuve de concept qui va durer longtemps. Donc ça, c'est pour la partie marketing. Maintenant, sur la partie changement de paradigme. Alors, c'est là que je crois qu'il y a un changement de paradigme agronomique, en fait, qui nous condamne à l'agriculture régénératrice ou qui nous condamne à une agriculture à impact. Et c'est ce que je vais essayer d'expliquer dans ce deuxième passage de mon intervention. Le changement de paradigme me semble inévitable. Pourquoi ? Il me semble inévitable. Pourquoi ? À cause du CO2, encore et toujours. Je ne réduis pas l'agriculture régénératrice au CO2, mais ce qui nous met en tension, ce qui nous met en bascule et ce qui met le feu à la planète, c'est bien le CO2. Alors ça, c'est des trajectoires, ça c'est le GIEC. Ça c'est le GIEC qui parle, et c'est le GIEC qui lie le volume de CO2 dans l'atmosphère avec l'augmentation des températures. Donc je vous ai dit qu'on avait dépassé les 400 unités de CO2 dans l'atmosphère, et les accords de Paris, c'est 450. Il ne faut pas qu'on dépasse 450. Si on veut rester dans un environnement planétaire maîtrisable, c'est-à-dire pas plus de 1,5 degré, il faut respecter les accords de Paris. Et pour respecter les accords de Paris, il ne faut pas dépasser les 450 unités de CO2 dans l'atmosphère. La trajectoire, elle nous mène où ? Aujourd'hui, la trajectoire, elle nous mène à
plus de 1000 unités de CO2 dans l'atmosphère. Fin de siècle, 2100. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire plus de 4 degrés. On a des scénarios intermédiaires qui sont à 2,5 et 3,5. Et ça, le changement de paradigme, il est là. C'est-à-dire que soit on respecte les accords de Paris, ça tient. L'agriculture régénératrice, ok, ça peut disparaître, ça va reprendre un autre vocabulaire, mais on aura réussi à stabiliser les grands équilibres du système Terre. On n'est pas du tout sur la trajectoire des équilibres des accords de Paris, on n'y est pas. On est sur une trajectoire à 2,5, 3,5, voire même 4. Donc le changement de paradigme, il est là. Et alors, ça change quoi, plus 4 degrés? Est-ce qu'on se dit, bon, plus 4 degrés, dans une journée, on peut aller à des amplitudes de 20 degrés, plus 4 degrés oui, peut-être, mais concrètement, sur notre vie quotidienne, ça fait quoi? Alors, ça fait quoi? Et là, je vous partage des données de Météo France. Donc, on est en France. Par définition, Météo France nous donne des relevés météorologiques sur la France. Et donc, elle regarde les épisodes caniculaires sur la période 1947-2018. Donc, un épisode caniculaire, c'est quand on a on tient plus de 25 degrés pendant une certaine durée de temps. Bon. Un épisode caniculaire que vous voyez, c'est celui de 2003. Où on se rappelle tous, pour les plus jeunes en tout cas, que 2003, ça avait tapé fort et qu'on était rentré dans un cycle caniculaire avec toutes les conséquences que cela avait pu avoir. Et donc, on avait cumulé sur cette année 2003 environ 20 jours avec plus de 29 degrés. Bon, et ça avait été, vous vous rappelez tout l'inconfort que ça avait pu générer. Les projections, alors c'est le scénario du pire, c'est le scénario où on ne maîtrise pas notre trajectoire en termes d'émissions de gaz à effet de serre et en termes de carbone, donc on passe à plus 4 degrés. Les prévisions de Météo France sont celles-ci. Voilà ce que vont vivre les Français à l'horizon 2100 en termes d'épisodes caniculaires. Donc on pourra cumuler plus de 80 jours à plus de 30 degrés. Les agriculteurs qui sont dans la salle savent très bien que 80 jours à plus de 30 degrés, on n'élève plus d'animaux et on ne fait plus rien pousser. Il est là le changement de paradigme. Il est là le changement de paradigme si nous ne maîtrisons pas le CO2, les émissions de CO2. Bon, ça c'est le scénario du pire, mais vous imaginez bien que déjà à 2,5 plus 3 degrés, alors on n'aura pas autant de rouge, mais on aura des épisodes caniculaires qui vont être très importants et très significatifs. Et qui est le premier secteur fragilisé par ces épisodes caniculaires et significatifs? Eh bien, c'est le monde agricole. On peut plus rien faire pousser. Dans la plaine de Limagne, plus rien ne pousse. C'est pas la peine d'espérer faire du blé ou du maïs, même en irriguant, avec des périodes de sécheresse comme celle-ci. Donc, par rapport à ça, eh ben, évidemment, le monde agricole, il est directement concerné. Et nos systèmes alimentaires, ils sont directement concernés. Et ils sont directement concernés à deux niveaux. Ils sont concernés pour atténuer et adapter. Ils sont attendus pour atténuer et adapter. C'est-à-dire que le monde agricole doit proposer des solutions pour réduire son impact environnemental. Le monde agricole et nos systèmes alimentaires doivent proposer des solutions pour réduire l'empreinte carbone, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est assez bien compris aujourd'hui où, en tout cas, les grands donneurs d'ordre que j'évoquais tout à l'heure, ils veulent absolument la neutralité carbone, et ils ne la veulent pas pour 2050, ils la veulent pour 2030. Ils veulent atténuer les impacts que peuvent avoir les chaînes alimentaires et le premier maillon sur l'émission de gaz à effet de serre. Donc eux, ce qu'ils cherchent, ce n'est pas tant une agriculture régénératrice, c'est une agriculture net zéro, c'est-à-dire une agriculture à impact neutre, voire stockeur de carbone. C'est ça qu'ils sont en train de rechercher, les engagements qu'ils prennent aujourd'hui en 2022. Mais ça, c'est la moitié du chemin. Et peut-être que c'est même le chemin le plus facile, l'atténuation. Le deuxième chemin qu'il faut prendre, et la deuxième ambition qu'il faut avoir pour l'agriculture, c'est adapter. Adapter, c'est-à-dire que le climat change, le climat de la Limagne va changer, le climat de la plaine de Limagne va évoluer. Donc forcément, comme ce climat va évoluer, c'est l'agriculture qui doit aussi se préparer à cette adaptation au changement climatique. On ne peut plus faire de betteraves en Limagne parce qu'il fait déjà trop sec. Est-ce qu'on va pouvoir continuer à faire du blé avec des rendements élevés? C'est vraiment pas évident. En tout cas, pas avec les techniques que l'on a aujourd'hui. Donc, il est absolument important
de penser l'adaptation, de penser une trajectoire d'adaptation. Moi, j'utilise très rarement résilience, en fait. Parce que c'est beaucoup plus que ça qu'il faut faire. La résilience, c'est il y a un choc, on l'encaisse, on repart. Oui, il va y avoir des chocs, mais il va y avoir plein de chocs, et accumuler les uns avec les autres, c'est plutôt la mise en dynamique générale des pratiques agricoles qu'il faut penser, mettre en œuvre pour arriver alors on ne fera pas de miracle. Il y a des zones agricoles qui vont tout simplement disparaître en France, chez nous. Maintenant, ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est prendre le virage de l'adaptation pour arriver à limiter les dégâts. Et ça converge vers quoi? Ça converge vers l'agriculture. Aujourd'hui, ça converge vers le label, ou moi j'appelle ça un concept ombrelle. C'est un concept ombrelle, l'agriculture régénératrice. C'est un concept qui permet d'agréger un ensemble d'initiatives qui sont en train d'émerger pour tenir ce double objectif de l'atténuation et de l'adaptation. Et ça se joue à quel niveau? Alors, c'est là où on peut avoir plusieurs ambitions et plus ou moins d'ambitions à l'égard de l'agriculture régénératrice. Ça se joue sur 4 ressources fonctionnelles indispensables, que sont l'air, la biodiversité, le sol et l'eau. C'est-à-dire que on a beaucoup... L'agriculture de conservation des sols est un pilier de l'agriculture régénératrice, et c'est le pilier sur les sols. Mais on peut aussi aller sur d'autres composantes. On peut aussi aller sur une agriculture régénératrice qui est sensibilisée ou qui va travailler beaucoup la question de l'eau, ou qui va aussi beaucoup travailler la question de la biodiversité. Donc l'agriculture régénératrice, je ne sais pas si ça fait une définition, mais c'est une activité agricole ou un ensemble de pratiques agricoles qui vont chercher à avoir un impact positif, amélioratif sur 4 ressources que sont l'air, le sol, l'eau et la biodiversité. Moi, c'est comme ça que je capture le mouvement actuel à travers l'agriculture régénératrice, mais on pourrait l'appeler plus généralement agriculture de conservation des biens communs, on pourrait l'appeler l'agriculture à impact, mais on voit bien l'ambition qui est derrière. Alors, ce qu'il faut comprendre, et c'est là où il me semble que l'agriculture régénératrice est particulièrement intéressante, c'est qu'avec cette ambition-là, on fait simultanément l'atténuation et l'adaptation. C'est-à-dire que quand vous prenez, je prends l'exemple du sol, quand vous prenez l'exemple du sol, faites attention à vos sols, eh bien, vous mettez de la matière organique, vous stockez du carbone. Donc vous êtes dans la logique d'atténuation. Vous retirez du carbone et vous le mettez dans les sols. Mais simultanément, quand vous prenez soin de vos sols, eh bien, vous préparez vos sols pour des chocs climatiques, pour des sécheresses, parce qu'ils vont être alors là pour le coup, plus résilients, et ils vont être susceptibles d'absorber un épisode pluvieux trop important. Ils vont être en mesure d'absorber des températures plus élevées. Ils vont être à mesure d'avoir plus de vitalité. Et donc, vous êtes dans la logique d'adaptation, parce que votre sol vivant vous permet de passer les mauvaises passes qui vont arriver forcément à un moment ou à un autre. Et vous êtes dans une logique d'apprentissage qui permet à votre exploitation de mieux se préparer, autant qu'elle puisse le faire, par rapport à ce nouveau régime climatique. Et c'est ça qui me semble être important et qui ne ressort pas assez, à mon avis, et peut-être pas assez ressorti aujourd'hui dans nos discussions, c'est que l'agriculture régénératrice ou l'agriculture à impact, elle permet de tenir le double objectif d'atténuation et d'adaptation. Et sur le sol, c'est particulièrement important parce que j'avais cette discussion tout à l'heure au moment du déjeuner. Une certaine pensée conservatrice, elle va nous dire « Non mais attendez, écoutez, on a bien compris, mais il faut nourrir les gens dans le contexte tel qu'il est, nourrir. Et donnez-nous de l'eau et donnez-nous des MBT qui nous permettront de faire face à ce nouveau régime climatique. » Alors, je n'ai rien contre les MBT, ce n'est pas le sujet. Mais vous ne ferez rien pousser sur un sol mort. Quand bien même vous aurez beaucoup d'eau et des MBT qui seront poussés, si votre sol ne permet pas d'implanter ou si votre sol n'est pas suffisamment solide, les rendements seront mauvais, quels que soient les progrès génétiques ou les progrès biotechnologiques que vous aurez en place. Il y a une nécessité de penser la question des sols demain face à ce nouveau régime climatique. Et c'est vrai pour la biodiversité, c'est vrai pour l'eau, c'est pour l'air, mais j'en parle pas. La question du sol est bien essentielle. Voilà. Donc, il me semble qu'on est bien dans un changement de paradigme et on passe de ce qu'on appelle de la durabilité faible à la durabilité forte. Il est là le changement de paradigme. La durabilité faible, c'est qu'on fait du en même temps. On essaie de trouver un équilibre entre l'économique, le social, l'environnemental et on essaie de maximiser cet équilibre, de passer le meilleur compromis possible. Et ça, c'est ce qu'on a fait pendant le XXe siècle et ce début du XXIe siècle. On a réussi d'ailleurs à avoir une agriculture durable, c'est-à-dire une agriculture qui tient des équilibres écologiques, socio-économiques,
les meilleurs possibles, qui fait les meilleurs trade-offs, les meilleurs arbitrages. Le changement de paradigme imposé par le nouveau régime climatique, c'est de passer à la durabilité forte. C'est-à-dire de penser toutes les activités économiques, et donc l'activité agricole, dans un contexte social qu'il faut préserver, et dans un contexte écologique sur lequel il faut agir et s'assurer qu'il va permettre le maintien de l'activité économique. Et le changement, à mon avis, mais ça c'est le pari que je fais, mais j'espère me tromper en fait, parce que plus je me trompe, moins la situation va être dégradée en réalité. Mais le pari d'analyse universitaire que je fais, en tout cas, c'est de dire on doit aller vers cette durabilité forte. On doit aller vers cette durabilité forte et on doit travailler, conserver les paramètres environnementaux, on doit travailler, conserver, régénérer les paramètres écologiques pour permettre le maintien de l'activité économique. Donc, peut-être, Gabriel, le bon titre, c'était « Concept marketing et nouveau paradigme ». Certainement. Merci beaucoup. Merci Bertrand Valliorgue. Merci, on vous remercie d'avoir recontextualisé ce débat de l'agriculture régénératrice dans cet enjeu aussi important et aussi urgent qu'est l'enjeu climatique, la crise climatique. Merci beaucoup. On espère que vous ne raterez pas votre train. C'est bon. Merci.